Bonjour à tous, mes chers amis, compagnons d'armes, spectateurs occasionnels et réguliers. J'ai le plaisir de vous présenter la deuxième partie de ma nouvelle chronique, Les secrets d'Alexandre Barchenko. Le titre de cette vidéo est Chanel numéro 5. Avant d'entamer l'étude de la biographie d'Alexandre Barchenko, je tiens à souligner l'importance de prendre en compte son environnement. Je ne comprends pas pourquoi les historiens n'ont pas encore identifié la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle comme une seconde renaissance, mais les faits sont têtus. C'est en ce moment que les découvertes et les réalisations scientifiques se déversent littéralement, comme si elles étaient sorties d'une corne d'abondance. Et je ne parle pas de la créativité dans toutes ses formes. Néanmoins, les découvertes et les inventions ne peuvent pas être créées par elles-mêmes. En réalité, il y a des noms concrets derrière tout cela. Non seulement les auteurs eux-mêmes, mais aussi les personnes en charge d'organisation et du soutien financier. Ils doivent également être pris en considération, car ils ont fourni les ressources matérielles et financières indispensables. Et c'est exactement comme cela que les inventions, les découvertes et les réalisations ont été portées vers la lumière ou ont été perdues dans l'oubli. Pour quelle raison est-ce que je vous raconte tout cela? Eh bien, quand je vais vous donner un aperçu détaillé de la biographie de Barchenko, je devrais me pencher non seulement sur d'autres personnages, mais aussi sur certaines des inventions et des appareils de l'époque. Cependant, avant d'aborder le sujet principal, je souhaite rappeler à ceux qui ont oublié que dans ce numéro, je partage avec vous non seulement la biographie très officielle et très controversée d'Alexandre Barchenko, mais aussi quelques-unes de mes conclusions et observations, en mettant l'accent sur les événements importants à mes yeux. Mais avant de poursuivre, j'aimerais m'adresser à la catégorie des gens que le monde appelle des idiots utiles. Vous, qui ne possédez aucune idée qui vous est propre. Alors, vous ne pouvez même pas voler un sujet correctement. Bien que personnellement, je vous comprends. Vous avez besoin de contenu. Il faut bien nourrir les abonnés. Et en plus, il faut que ça soit impressionnant et féerique. Mais pourquoi, à chaque fois, vos feux d'artifice se transforment en un conclave d'artistes originaux travaillant dans le sens de la flatulence artistique? Je comprends que surtout à la fin de la performance, vous éprouvez un soulagement indescriptible, à la fois moral et physique. Mais il n'est pas nécessaire de le faire directement sur scène. Depuis longtemps, l'humanité a déjà mis au point des toilettes pour ce cas de figure. Voilà qui est dit. Maintenant, commençons, chers amis. Alexandre Barchenko a vu le jour en 1881 à Yelets, dans la famille d'un notaire. Depuis son plus jeune âge, il était passionné par l'occultisme, la chiromancie et l'astrologie. Barchenko a choisi d'étudier la médecine et s'est inscrit à la faculté de médecine de l'université de Kazan en 1904, puis a été transféré à l'université Youriev en 1905. Lors de ses études, Barchenko a fait la rencontre du professeur de droit romain Krivtsov. Cela a été crucial, car le professeur Krivtsov a influencé la vision du monde du jeune Alexandre et a déterminé son destin à bien des égards. Krivtsov a partagé avec son jeune élève les souvenirs de ses rencontres avec le célèbre occultiste français Saint Yves d'Alvéhidre. Certains prétendent qu'il les a présentés. La question de savoir si Barchenko connaissait le français personnellement ou non n'est pas vraiment pertinente. Mais il est certain qu'il connaissait les travaux de Saint-Yves, parce que c'est à partir de cette rencontre que des événements très intéressants commencent à se produire et dont je parlerai plus tard. Nous allons maintenant examiner en détail l'identité de ce Français, et je vous assure que rapidement, beaucoup de vos questions vont simplement disparaître. Et vous verrez que c'est une personne très intéressante.
Joseph-Alexandre Saint-Yves, marquis d'Alvédre, né le 26 mars 1842 et décédé le 5 février 1909, a été un érudit français reconnu pour son talent poétique et ses écrits sur l'occultisme, et dont le rôle dans le monde des sociétés secrètes fut prépondérant. Pendant 20 ans, il a travaillé à élaborer et à vérifier un principe de gouvernance. Saint-Yves a regroupé cette recherche dans un ensemble d'œuvres appelé « Mission ». Son travail, l'archéomètre, a eu une profonde influence sur le jeune René Guénon. Saint-Yves a transformé le terme « synarchie », l'union de tout le monde avec tout le monde, en une philosophie politique, et ses idées sur ce type de gouvernement se sont avérées influentes dans la politique et l'occultisme. La synarchie est un terme couramment utilisé par les locuteurs du français et de l'espagnol pour décrire un gouvernement fantôme ou un état profond, une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir politique est réellement détenu par l'élite secrète, par opposition à l'oligarchie où l'élite est connue ou peut être connue du public. Saint-Yves est né à Paris, dans une famille d'intellectuels parisiens. Il commence sa carrière de médecin à l'Académie navale de Brest, qu'il abandonne peu après sa maladie. En 1863, il s'établit à Jersey, où il fait la rencontre de Victor Hugo. En 1870, il retourne en France pour prendre part à la guerre franco-prussienne, au cours de laquelle il est blessé. Ensuite, il entame sa carrière en tant que fonctionnaire. En 1877, Saint-Yves rencontre et épouse la comtesse Marie de Risnich-Keller, parente d'Honoré de Balzac et amie de l'impératrice Eugénie de Montijo, ce qui fait de lui un homme riche et indépendant. Il a consacré le reste de sa vie à faire des recherches et a été entouré par de nombreux individus influents, tels que Victor Hugo. Saint-Yves a côtoyé de nombreux grands noms de l'occultisme français, comme le marquis Stanislas de Guaita, Joséphin Péladan et Oswald Wirth. Il est probable que Saint-Yves est hérité des documents de l'un des grands fondateurs de l'occultisme français, Antoine Fabre d'Olivet. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur une autre figure. C'est Oswald Wirth, artiste français, occultiste, l'un des fondateurs de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, créateur d'un des jeux occultes de tarot. Est-ce qu'il est lié à Herman Wirth? Herman Wirth est un ethnologue et mystique germano-néerlandais qui a élaboré une théorie pseudo-scientifique sur l'origine de la race nordique de la civilisation arctique aryenne. Il est également considéré comme un théoricien et un idéologue du national-socialisme. Il est le premier dirigeant de l'Ahnenerbe. Quelles sont les raisons pour lesquelles sa théorie a été qualifiée de pseudo-scientifique et non la seule correcte jusqu'à présent? C'est à vous de demander cela à un groupe de camarades qui ont prononcé une telle sentence au procès de Nuremberg. Mais ce n'est que le début. Revenons à Saint-Yves. En 1877, il fait ses premiers véritables pas dans la littérature en publiant un livre intitulé « Clés de l'Orient », basé sur les enseignements orientaux et kabbalistiques concernant les mystères liés à la naissance, au sexe et à la mort. Il donne à Saint-Yves la possibilité de présenter, à la fois en avant-propos et en conclusion, les principes de ce qu'il appelle la diplomatie spirituelle et de promouvoir un rapprochement entre l'Europe et l'Inde. Il a également commencé à étudier le développement des applications industrielles d'utilisation des plantes marines. L'ouvrage, intitulé « Utilisation d'extraits d'algues », a été publié en 1879, mais il n'a pas pu achever ses recherches faute de ressources financières. À la même année, le gouvernement de Saint-Marin lui accorde le titre de marquis d'Alvéhidre. Et là, on va de nouveau devoir changer de direction.
Je veux vous raconter une histoire qui concerne la création d'un parfum emblématique que toutes les femmes du monde connaissent. Et oui, c'est le fameux numéro 5 de Chanel. Son créateur est Ernest Henry Beau. Né à Moscou en 1881, il est le fils d'Édouard Beau, parfumeur en chef chez Raleigh & Co. Je vais me concentrer sur les faits plutôt que de citer les pages de sa biographie. D'après la version officielle, le parfum célèbre a été créé à Paris en 1921. Le véritable lieu de la création ou le lieu d'inspiration, comme vous l'avez déjà deviné, sera le nord-ouest de la péninsule de Kola. Je cite, pour Ernest Beau, l'odeur des aldéhydes que les parfumeurs utilisaient à l'époque très soigneusement par crainte d'un parfum trop fort d'un nouveau composant synthétique était un souvenir de Russie, plus précisément de la péninsule de Kola. Après le début de la Première Guerre mondiale en 1914, il se rendit dans le nord-ouest pour servir dans l'armée. En 1917, la révolution bolchevique éclata en Russie. En 1918, le lieutenant Beau fut employé en tant qu'officier de contre-espionnage au sein de la force multinationale, qui avait pour objectif de renverser les bolcheviks et de restaurer la monarchie. Beau, parlant couramment le russe, était à Arkhangelsk en affectation à la prison de l'île de Moudioug, où étaient détenus les bolcheviks capturés par les armées russes blanches et les alliés. À la fin de l'année 1919, il partit pour la France. Lors de sa conférence en 1946, le célèbre parfumeur lui-même a évoqué ses souvenirs. Et alors, quel est le lien avec Bartchenko? Eh bien, tout d'abord, Ernest Beau a passé beaucoup de temps à l'endroit même où une station biologique des recherches marines était située. Cette station se trouva dans la ville d'Alexandrovsk, alias Trekonung, et à proximité de l'île Bolchoï, Olénie, célèbre pour son important site archéologique. Quant à Alexandre Bartchenko, je cite, « Dans le même temps, Bartchenko était déjà le chef de l'Institut maritime d'études régionales de Mourmansk. Si vous ne le savez pas, l'institut en question était basé à Alexandrovsk à cette époque. » D'après les mémoires d'un individu nommé Kamchilov, qui a travaillé dans l'administration de Mourmansk, Bartchenko était en charge d'une station de recherche. Là, il a étudié les algues pour l'alimentation du bétail. Il a écrit et publié un certain nombre de notes sur le sujet. Bartchenko a travaillé sur l'extraction de l'agar-agar à partir d'algues rouges et a donné des conférences dans lesquelles il a fortement encouragé l'utilisation de varech dans l'alimentation humaine en raison de ses précieuses propriétés nutritionnelles et thérapeutiques. Il était en étroite collaboration avec les scientifiques travaillant sur Murman, tels que Nadson, Knipovich et Klug. En fait, la Russie avait besoin d'iode. Nous revenons à nouveau à Saint-Yves d'Alveydre. En 1885, un groupe d'initiés orientaux aurait fait une visite à Saint-Yves, parmi lesquels figurait le prince Arghej Sharif. C'est à ce moment-là qu'il a établi un lien entre la synarchie et les dirigeants ascensionnés qui résidaient dans les grottes d'Agartha et étaient censés communiquer par télépathie avec lui. Peu importe la réalité de ces événements. C'est bien Saint-Yves qui a d'abord fait usage du nom Agartha. En outre, c'est lui qui a décrit ce lieu secret dans son livre « Mission de l'Inde en Europe » publié en 1886. Craignant d'avoir trop révélé et apparemment influencé par ses contacts en Orient, il détruisit tous les exemplaires du livre, sauf 2. L'un de ces exemplaires appartenait à Gérard Anaclet Vincent Ancos, connu sous le pseudonyme de Papus, qu'il a édité et publié en 1910. Saint-Yves était convaincu que le gouvernement mondial synarchique avait été déplacé à Agartha, dans la terre creuse, au début de l'ère de Kali Yuga, vers 3200 ans avant notre ère.
C'était lui qui avait réellement introduit le concept d'agartha dans le monde occidental. Alexandre Saint-Yves d'Alvidre attribue un rôle important aux sociétés secrètes, ou plutôt aux sociétés ésotériques composées d'oracles, et qui protègent le gouvernement mondial. Il était convaincu que les Rosicruciens remplissaient cette fonction dans l'Europe médiévale et étaient liés à plusieurs groupes maçonniques et autres sociétés ésotériques qui prétendent descendre des Templiers. Le concept a ensuite été développé par Zambotiva et la Fraternité des Polaires en France, et, plus important encore, par la Tulle-Gesellschaft dans les cercles nationalistes allemands. Le principal disciple de Saint-Yves était l'éminent occultiste Papus, qui a fondé un certain nombre de sociétés basées sur des idées synarchiques. Parmi ses autres disciples célèbres, on compte Victor Alfred Blanchard et, comme nous le verrons plus loin, Alexandre Bartchenko. Pendant ses études, sous la direction du professeur Krivtsov et influencé par les travaux de Saint-Yves d'Alveïdre, Bartchenko décide d'explorer les capacités paranormales de l'homme lui-même. Lors de ses recherches, Bartchenko a réussi à mettre au point des dispositifs qui ont permis le suivi expérimental de l'effet de télépathie. Pour ma part, je souhaite m'arrêter là pour le moment, afin que vous puissiez prendre le temps de réfléchir à tout cela. Je pense avoir fourni suffisamment d'informations sur le contexte historique pour une étude et une réflexion approfondie. Bonne journée et à bientôt.